Bonjour à tous pour ce cours de linguistique historique et de typologie des langues. C'est une nouvelle séance. Nous avons eu plusieurs cours ensemble plutôt consacrés à la linguistique historique, la méthode comparative et diverses manières d'appréhender le changement linguistique. Pour les dernières séances, il nous reste 3 ou 4 séances ensemble. Je propose cette fois-ci de changer notre angle et de s'intéresser à la typologie linguistique. Comme je l'avais expliqué dans la toute première séance, vous vous en souvenez peut-être, la typologie des langues consiste à comparer euh, les différentes langues du monde, non pas pour en connaître l'histoire, non pas pour faire de pour la reconstruction linguistique, mais plutôt pour essayer d'observer les points communs et les différences entre les structures grammaticales des différentes langues, indépendamment de la question du changement linguistique et de savoir si elles appartiennent à une même famille ou pas. Donc on peut faire la typologie des langues avec du chinois, du français, du djéhu. On peut comparer leur structure indépendamment de la question de leur appartenance à une famille linguistique. Donc désormais, les derniers cours, ce seront des cours de typologie. Donc celui-ci, je l'appelle cours T1, première des séances consacrées à des questions de typologie, puisque nous n'aurons que peut-être 3 ou 4 séances qui nous restent. Eh bien, je ne vais pas essayer forcément de faire tout un panorama de la vaste question de la typologie linguistique, parce que c'est un énorme domaine auquel se consacrent des centaines de linguistes sur la planète. Et plutôt que des généralités, je vous propose de choisir certains thèmes, certains domaines linguistiques particulièrement intéressants ou instructifs. Et donc aujourd'hui, je parle du nombre. On va essayer d'observer les langues d'un point de vue typologique sur le domaine du nombre grammatical. Je ne vais pas parler du nombre des langues, ça c'était plutôt les premières séances. Cette fois-ci, c'est le nombre grammatical dans les langues. D'accord? Alors, euh, cela va nous permettre d'avoir une sorte d'introduction à la typologie linguistique à travers ce domaine, notamment parce qu'il se prête bien, je pense, à une approche typologique où on peut comparer comme ça les langues en fonction du nombre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le nombre en linguistique? Vous le savez peut-être. Il ne faut pas confondre le nombre grammatical et les numéros. Quand on dit en langage courant les nombres, on pense à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 250. Ça, ce sont des nombres qu'on utilise en mathématiques également. Mais en linguistique, le mot 3, le mot 51, d'accord, on n'appelle pas ça des nombres, on appelle ça des numéros. Le chiffre 4, par exemple, le mot 4, c'est un numéral, d'accord. Et les numéros, AUX, hein, les numéros, eh bien, ils ont des caractéristiques grammaticales comme tous les mots. Dans certaines langues, ils se comportent comme des adjectifs, d'autres comme des déterminants. En français, euh, un mot comme 4 se comporte plutôt comme une sorte d'article puisqu'on dit 4 enfants. Euh, il se place avant le nom, etc. Voilà. Donc on peut faire toute une réflexion grammaticale sur les numéros. Entre parenthèses, je connais des langues océaniennes où les numéros sont des verbes. D'accord? Il y a le verbe être deux, être trois, être quatre, qui sont en fait des verbes. Voilà. Cela ne va pas être en fait notre sujet aujourd'hui, les numéros. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le nombre. Et le nombre grammatical, c'est ce qu'on connaît habituellement, même en français, comme l'opposition entre singulier et pluriel. Singulier et pluriel. Apparemment, c'est assez simple comme contraste et on pourrait se demander s'il y a vraiment matière à faire tout un cours sur
sur ce contraste? La réponse est oui, non seulement faire tout un cours, mais il y a même des ouvrages entiers, des thèses entières sur la question du nombre, surtout d'un point de vue typologique. J'ai pas noté ici la référence, mais un très bon ouvrage sur le nombre, c'est Corbett. L'auteur, c'est Greville Corbett, C-O-R-B-E-T, sur le nombre, ça s'appelle Number en anglais. D'accord, qui regarde à la typologie des langues du monde. Donc en apparence, c'est un contraste assez simple, singulier, pluriel, mais en réalité, on a une grande diversité typologique des systèmes de nombres. Et c'est ça qui va nous intéresser. Les langues peuvent être différentes les unes des autres, concernant par exemple l'endroit où le nombre est marqué dans la phrase. Est-ce qu'il est marqué seulement sur le nom et le verbe, sur les adjectifs, les articles? Par exemple, la morphologie du nombre. Aussi, comment le nombre est-il marqué? Est-ce qu'il est marqué par un changement de voyelle, de consonne? Est-ce que c'est un suffixe? Est-ce qu'on change le mot, par exemple? Parfois, on va voir des cas comme ça. Tous les concepts sont-ils compatibles avec le nombre? Et oui, on a l'impression en français que un peu n'importe quoi peut être singulier ou pluriel, mais on va voir qu'il y a des exceptions. En français, vous savez qu'on dit le bétail. Le bétail est entré dans la prairie. D'accord? Le bétail, c'est un mot qui est singulier alors qu'on désigne en fait tout un troupeau. Eh bien, on ne peut pas mettre au pluriel ce mot bétail. D'accord? Et en fait, il désigne intrinsèquement une pluralité, alors que même qu'il est singulier. Voilà, c'est ce genre de paradoxe. Un autre exemple, c'est la police. Si je dis la police est arrivée sur les lieux, en général, on imagine plusieurs policiers. Pourtant, on emploie le singulier la police. Voilà, donc ça c'est un exemple où le mot police est plutôt employé au singulier et il s'accorde au singulier en français. La police est arrivée, etc. Alors même qu'on désigne en fait une pluralité. Donc il y a plein de questions intéressantes. Certaines, je vais en parler aujourd'hui. D'autres restent ouvertes à votre réflexion. Et puis toutes les langues ont-elles les mêmes catégories de nombres? Qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui est particulier à telle ou telle langue? Est-ce que toutes les langues ont le nombre, expriment le nombre? Est-ce que certaines langues ont non pas deux catégories singulier et pluriel, mais trois ou quatre? C'est ce qu'on va voir. Alors, l'opposition singulier et pluriel, on va partir de cas simples, c'est-à-dire de langues où on a des contrastes binaires entre singulier et pluriel. Il y a déjà beaucoup d'exemples de cela. Regardons la morphologie. Hein, on va partir de cas très simples, de savoir que dans beaucoup de langues, eh bien, le nombre va se marquer, par exemple, sur le nom sous forme d'un suffixe. Je prends un exemple tout bête. Le chat en anglais, c'est cat. Et le pluriel de cat, c'est cats avec un S. On ajoute ce suffixe au nom pour former le pluriel. Très classique. Ok. Dans certaines langues, on va trouver également un suffixe, mais plutôt sur le pronom personnel. Par exemple, en chinois mandarin, eh bien, on n'a pas vraiment de suffixe, enfin, on n'a pas vraiment de marquage du nombre pluriel sur les noms, mais on va l'avoir sur les pronoms. Donc, ta en mandarin, il ou elle, on dit ta, d'accord? Ta hen xi huang, ça veut dire elle aime beaucoup, ou bien elle est française, ta shi fa guoran, d'accord? Ta. Donc on a ta qui veut dire il ou elle, et ta men, on ajoute ce men qui veut dire eux ou elle, c'est donc un pluriel du pronom. Wo, c'est je, woman, c'est nous. Voilà. On peut avoir le pluriel marqué sous la forme d'une particule. Ce n'est pas vraiment un suffixe ou un préfixe, c'est un petit mot, éventuellement un variable, qui va, par exemple, soit suivre, soit précéder le nom. C'est un mot séparé du nom, qui n'est donc pas collé. Je prends un exemple au hasard. Nous avons, dans des langues océaniennes, on a beaucoup de langues comme ça, où on a le nom au singulier, par exemple en la langue Teanu, c'est une langue parlée à Vanikoro, je vous ai peut-être déjà parlé de cette langue, dans les îles Salomon. Eh bien, le chef, ça se dit Teliki,
Teliki, c'est d'ailleurs un emprunt à des langues polynésiennes. Alors, Teliki, ça veut dire chef. Et le pluriel, c'est Unya Teliki, tout simplement. D'accord? Donc, on a ce Unya qui est une particule de pluriel et qui encode le pluriel. Voilà. En français, on a quelque chose d'un peu similaire qu'on appelle l'article. La différence, c'est surtout que l'article qui marque le pluriel existe donc au pluriel, mais il y a aussi un article au singulier. Si vous comparez le Teanu et le français ici, vous voyez que le Teanu n'a pas d'article au singulier, il a juste cette particule de pluriel, alors que le français, il va avoir un article singulier et un article pluriel. Si je prends un mot comme souris, qui ne change pas, dont la forme même orthographique est la même au singulier et au pluriel, on voit que qu'est-ce qui marque le nombre dans le mot souris? Qu'est-ce qui marque singulier au pluriel dans le mot souris? C'est pas du tout le S final. Non, c'est l'article. La souris devient les souris. D'accord? Évidemment, on peut dire aussi une souris, des souris. D'accord? Quelque chose qui ressemble un peu au français, d'accord? C'est de nombreuses langues, surtout en Afrique, les langues bantoues, par exemple, qui ont des préfixes. On appelle ça des préfixes de classe, d'accord? Et pour chaque mot, il y aura un préfixe. Il y a, dans la langue, souvent, les langues bantoues ont une vingtaine de classes différentes. Et on a la classe, par exemple, des noms qui commencent par qui. Hein, enfin, donc le mot livre, kitabu, c'est un emprunt arabe, mais le mot livre se dit kitabu en swahili. C'est analysé aujourd'hui comme un nom tabou, un préfixe qui est tabou qui veut dire livre, avec un préfixe qui. Et tous les noms de la classe qui deviennent vi au pluriel, d'accord? Donc kitabu devient vitabu, ça veut dire les livres. Kisu, qui veut dire le couteau, devient visu, d'accord? Les couteaux. Ça a l'air un peu exotique, mais la vérité, c'est que je dirais que c'est la même chose qu'en français. Hein. C'est comme si on avait un article, tout simplement, il est collé au nom dans l'orthographe. Et donc, la souris, les souris, c'est un peu un préfixe de classe aussi. Ok. Et puis, un autre exemple, voilà, un peu différent, qui existe dans certaines langues, c'est le pluriel par réduplication. Lorsque le radical du mot va être redoublé ou rédupliqué. Il y a beaucoup ça dans les langues, c'est surtout les langues austronésiennes en fait qui font ça, plutôt l'indonésien, tout ça. Mais si je prends une langue du Vanuatu comme le Motlap, eh bien, le Motlap ne fait pas ça pour tous les noms. Hein. Il a juste comme ça une dizaine de noms qui vont se rédupliquer au pluriel. Par exemple, une chose, ça se dit nahap. Na, c'est une sorte d'article, mais c'est pas l'article qui marque le pluriel hein, en Motlap, mais une chose, c'est nahap, et les choses, c'est nahaphap. Vous voyez? Donc c'est une réduplication pour marquer le pluriel. Vous remarquez qu'il y a quelque chose qu'on appelle ici iconicité. C'est un mot un peu savant, mais ça veut dire la réduplication. Vous voyez, il y a déjà l'idée de pluralité dans la réduplication. On prend un mot, un radical, et on le répète. Donc il y a déjà l'idée de pluralité. C'est une pluralité qui est un peu symbolique de donc la pluralité. Le fait qu'on répète la syllabe symbolise le fait qu'on répète l'objet. Et c'est pour ça que ça forme un pluriel. J'ai écrit un article, si ça vous intéresse, sur la réduplication en Motlap. Alors, déjà là, c'est on n'a pas encore vu toutes les manières d'écrire, d'encoder le nombre grammatical, mais déjà, avec ces quelques catégories, on peut s'amuser à regarder une carte typologique. Vous vous souvenez peut-être au tout début de ce cours, enfin en fait la première séance, eh bien je vous ai parlé d'un atlas linguistique, d'un atlas des World Atlas of Language Structures, d'accord? C'est un atlas de typologie. Et bien justement, il y a parmi les peut-être 200 ou 300 cartes qu'on trouve sur Internet hein, de cet atlas, eh bien il y a une carte qui est consacrée à, le titre c'est Coding of Nominal Plurality, d'accord? Le codage de la pluralité nominale, donc c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un code couleur
et qu'il y a beaucoup de points bleus sur la planète. Chaque point est une langue. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que en Europe, par exemple, beaucoup de points bleus, ce sont les langues où le pluriel est marqué par un suffixe. En fait, quasiment toute l'Europe, toute l'Eurasie du Nord utilise le suffixe, des suffixes pour marquer le pluriel, comme on a vu cat, cats. Je note qu'en français, ils ont proposé de dire qu'on a des suffixes de pluriel. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec ce choix parce que je pense qu'en français, on n'a pas du tout de suffixe pluriel. Ça, c'est uniquement dans l'orthographe on utilise un S de pluriel. Le garçon, les garçons. Je pense que ce qui marque le pluriel quand on dit le garçon, les garçons, c'est plus du tout le suffixe S qu'on n'entend plus. C'est l'article qui précède. Donc, j'aurais pas fait ce choix pour le français. Mais pour le reste, vous voyez qu'il y a beaucoup de langues dans le monde qui utilisent le suffixe, et toute l'Europe, le Caucase, le Moyen-Orient, toute l'Inde, quasiment, la Sibérie, tout ça. Une bonne partie d'Afrique centrale a des suffixes de pluriel. Beaucoup de langues aborigènes d'Australie, beaucoup de langues papoues, sans parler de beaucoup de langues d'Amérique, des Indiens d'Amérique. Super. Euh, L'autre cas qu'on avait vu, c'était un mot pluriel, une particule pluriel. On avait vu ça dans les îles Salomon, Unia Teleki. Vous vous souvenez, c'est pas vraiment un suffixe ni un préfixe d'ailleurs, c'est une particule. Ça, c'est tous les points orange, hein. Donc vous voyez que dans le Pacifique, probablement beaucoup de langues austronésiennes utilisent ces points orange là qui correspondent à, ils appellent ça un mot de pluriel. Donc c'est un mot à part, un mot spécial, une particule, si vous voulez, de pluriel. Et puis, le, alors entre parenthèses, le losange orange en Europe, c'est le basque. Le basque, vous savez bien que le basque est assez particulier. Euh, et il n'est pas indo-européen, tout ça. Beaucoup de points rouges en Afrique, vous vous souvenez, c'était les préfixes de classe dont je vous avais donné un exemple justement en Swahili. Le Swahili est parlé au Kenya par ici. Kenya et Tanzanie, c'est la plus grande. C'est la langue, vous savez que le Swahili, c'est la langue la plus parlée en Afrique noire. Environ 100 millions de locuteurs. Eh bien, il utilise des préfixes de pluriel. On avait vu kitabu, vitabu. Donc, et puis le blanc, le blanc va nous intéresser plus tard. C'est surtout en Asie du Sud-Est et aussi dans certaines langues aborigènes d'Australie qu'on a des langues sans pluriel, no plural, hein, des langues qui ne marquent pas le pluriel. Alors ça, c'est un peu original. Aussi en Amazonie, comme vous voyez. Donc ça, c'est une belle carte typologique. Merci Matthew Dreyer et merci à l'Atlas en ligne qui nous montre diverses manières d'encoder le pluriel. J'ai pas parlé des points jaunes qui sont la réduplication. Hein. On avait vu en MOTLAB Nahap, Nahap. En MOTLAB, c'est seulement quelques noms qui rédupliquent pour faire le pluriel, mais il y a des langues comme justement l'indonésien ou peut-être Bali, tout ça, qui a ça de manière beaucoup plus systématique. Pour dire des chiens, on dit chien-chien, voilà. Et d'autres langues comme ça. Et puis d'autres exemples comme ça, voilà, voilà. Donc, une certaine diversité des manières d'encoder le nombre. Je vous ai parlé des principales manières, mais je mentionne quand même deux, trois exemples intéressants. Plus rares en général, c'est seulement pour certains mots. On a des langues où on change le radical, disons le radical, on garde le même radical, mais il y a des changements qui ne sont pas prédictibles. Par exemple, changement de voyelle. Un exemple, vous connaissez en anglais peut-être. Un pied, c'est foot. Et les pieds, on ne met pas de S, il faut toujours surtout pas mettre de S à foot, parce que c'est un pluriel irrégulier. Et le pluriel de foot, c'est feet. D'accord? Le pluriel de foot, c'est feet. Et on ne peut pas dire que ce soit un processus régulier en anglais. Il y a juste deux, trois mots comme ça qui modifient, enfin un peu plus, peut-être 6 ou 7. Mouse, une souris, ça se dit, le pluriel de mouse, c'est mice. Le pluriel de man, c'est men. Woman, c'est women, etc. Donc il y a
une poignée de mots en anglais qui vont modifier leur forme de manière non prédictible. Vous savez qu'en arabe, les langues sémitiques et notamment l'arabe ont ce type de pluriel énormément plus nombreux qu'en anglais. En anglais, c'est juste 5 ou 6 mots qui ont leur pluriel irrégulier, alors qu'en arabe, c'est les 2 tiers peut-être du vocabulaire qui on va avoir des pluriels non prédictibles. Il faut apprendre, à chaque fois qu'on apprend un mot en arabe, on apprend le singulier et on apprend le pluriel parce qu'on ne peut pas le deviner. Souvent, c'est la voyelle qui change. Parfois, on ajoute des syllabes. Enfin, c'est assez original. Euh, et donc ça, c'est un changement morphologique non prédictible, tout en gardant, on voit bien que foot et feet sont des formes qui sont la même origine, hein, mais il y a le cas aussi un peu encore plus extrême, c'est ce qu'on appelle le supplétisme. C'est un peu la même idée, hein, c'est qu'on essaie, il n'y a pas de prédictibilité, on n'est pas du tout dans l'exemple de juste mettre un simple suffixe de pluriel ou un préfixe, mais on a carrément le cas du supplétif, c'est lorsque eh bien, le radical n'est même pas le même entre le singulier et le pluriel. Il y a ça dans quelques langues dans le monde. Par exemple, en Teanu, on a déjà parlé du Teanu, notamment quelques lignes plus tôt. Vous voyez que pour le mot qui voulait dire le chef, eh bien, on avait une sorte de pluriel régulier. Teliki devient Unya Teliki. D'accord? Mais pour certains mots exceptionnels, si vous voulez, des mots irréguliers, eh bien, on ne va pas utiliser Unya. On va avoir un mot spécial pour le pluriel. Par exemple, le mot enfant, en Teanu, c'est apali. Apali. Et le pluriel de enfant, on ne dit pas Unya apali, on dit dameliko. Dameliko, ça veut dire les enfants. D'accord? Comme vous voyez, il n'y a aucun lien entre apali et dameliko. C'est juste que c'est une forme irrégulière. D'accord? C'est une forme supplétive parce que c'est vraiment un autre radical. Il y a comme ça des phénomènes similaires en russe. Par exemple, un enfant en russe, c'est rebionok. Rebionok et le pluriel, c'est dieti. Vous voyez, donc des pluriels qui sont complètement non prédictibles, c'est du supplétisme. Il y a ça en Teanu pour plusieurs mots, pour 5 ou 6 noms comme ça. En français, on n'a pas trop ça, d'accord? Sauf si on pense à quelques pluriels irréguliers comme un œil, des yeux. Un œil, des yeux, ça, il faut l'apprendre parce qu'on ne peut pas trop deviner en voyant le mot œil que le pluriel sera les yeux. Ou peut-être on pourrait imaginer que le pluriel de une personne, ce serait des gens. D'accord? Bon, c'est discutable, mais en tout cas, on pourrait imaginer que dans certains cas, on puisse dire les gens, c'est le pluriel d'une personne. Bon, c'est un exemple comme ça pour bien voir qu'on peut avoir parfois des phénomènes de supplétisme même dans les langues qu'on connaît. En anglais, one person, but 3 people. D'accord? Le pluriel de person, c'est people. OK. Et alors, un cas encore un peu différent, mais qui est une autre forme de supplétisme. J'ai découvert ça en étudiant la langue la plus au nord du Vanuatu. La langue s'appelle le Hiu. Et dans cette langue, en fait, c'est pas tellement les noms. Il y a effectivement quelques pluriels de supplétifs pour les noms comme enfant, justement. Mais le plus spectaculaire, c'est le pluriel des verbes. La langue Hiu, elle a tout un ensemble de verbes qui vont être très différents au singulier et au pluriel. D'accord? Donc on voit par exemple ici le verbe aller, si c'est une ou deux, si c'est une personne qui va, donc je vais, tu vas, il va, d'accord? Eh bien, on va utiliser le verbe to. Mais si c'est le pluriel, d'accord, plusieurs personnes qui vont, c'est carrément, on change de verbe, vin, d'accord? Alors ça, on appelle ça le nombre verbal, hein. Je ne vais pas forcément en parler aujourd'hui, même si c'est passionnant, mais c'est un cas un peu complexe et assez rare. Mais c'est pour dire que le nombre verbal, ou ce qu'on on peut dire parfois le pluriel verbal par supplétisme, d'accord, supplétion du verbe, eh bien c'est un phénomène qui existe dans peut-être une vingtaine de langues dans le monde. D'accord? Un peu dans les langues de Namibie, un petit peu dans deux, trois langues de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'accord, dans 2-3 langues polynésiennes, d'accord, eh bien, on a des phénomènes comme ça où on a 3 ou 4 verbes qui vont complètement changer leur radical entre le singulier et le pluriel. Et ce qui est spectaculaire avec le hiu, c'est que ça ne concerne pas 3 ou 4 verbes comme les autres langues, mais 32 verbes. J'ai trouvé 32 paires de verbes qui alternent entre le singulier et le pluriel, qui sont des radicaux complètement différents. Et ça, c'est tout un système passionnant, enfin, auquel j'ai consacré tout un article en 2019. Vous pouvez le trouver sur mon site, sur le verbal number in hiu. D'accord, pour dire, voilà, c'est un cas assez particulier du supplétisme où on change complètement le radical, non pas sur le nom, mais sur le verbe. Ça, c'était pour illustrer un peu les manières dont l'opposition singulier-pluriel va être encodée sur les noms ou sur les verbes. Vous remarquez jusqu'ici que, en principe, il y a une sorte de principe général, c'est que lorsque une des deux formes est plus longue, eh bien en général c'est le pluriel qui est plus long. D'accord? C'est-à-dire en motlap, là, une chose c'est nahap, les choses au pluriel nahaphap. D'accord? Si je dis teliki, le chef, ou teliki, on voit que c'est plus long, le pluriel va ajouter des syllabes, des phonèmes. D'accord? Même entre cat et cats, c'est aussi la même règle, que le pluriel ajoute quelque chose par rapport au singulier. D'accord? Et il y a un cas plus rare qui est un peu une exception à ce principe. C'est celui du singulatif. Le singulatif, ça correspond, d'abord, ça n'existe que dans quelques langues, par exemple en arabe et dans les langues celtiques. Donc déjà, c'est très rare. Et même à l'intérieur de ces langues, c'est un phénomène rare qui ne concerne que quelques noms. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est des noms qui, tout seuls, lorsque c'est juste le radical, eh bien, ils ont un sens pluriel. Et il faut leur ajouter un suffixe pour former le singulier. D'accord? C'est assez rare. Alors, par exemple, en arabe, al-waraq, waraq, ça veut dire les feuilles, c'est les feuilles d'un arbre, le feuillage, si vous voulez. D'accord? On voyait un arbre et on voit tout de suite une pluralité de feuilles. Ce mot-là, enfin, cette réalité-là qui est l'ensemble des feuilles d'un arbre, c'est al-waraq. Et si on veut désigner une feuille dans ce feuillage, d'accord, eh bien, il faut ajouter un suffixe de singulier, on peut dire, ou un suffixe de singulatif, d'accord, c'est waraqa. Waraqa, c'est une feuille, d'accord. C'est un cas intéressant où on voit que le concept lui-même de feuillage, il est d'abord a priori pluriel, et qu'il faut construire à partir de ce pluriel la notion de singulier où on isole une feuille parmi le feuillage. Et on peut avoir le même phénomène de singulatif dans des langues celtiques, comme le breton. Le breton est une langue celtique qui est parlée à l'ouest de la France, en Bretagne. Et ici, on a l'exemple de crampouez, les crêpes, d'accord, évidemment une réalité très bretonne, puisque les crêpes viennent de Bretagne, la tradition des crêpes. Eh bien, si je dis crampouez, on parle des crêpes. A priori, c'est un ensemble de crêpes, puisque quand on fait des crêpes, on le fait pour toute la famille. Et on a tout un ensemble de crêpes. Et ça, c'est un seul mot simple qui est crampouez. Et si je veux désigner une seule crêpe, eh bien, il faut ajouter le suffixe de singulatif. Une crêpe, c'est crampouezen. Crampouezen. Et si je voilà. Et donc, a priori, le mot crêpe, crampouez, désigne a priori une pluralité. C'est un objet qui est naturellement pluriel, si j'ose dire, un peu comme le feuillage, et pour lequel on peut désigner un cas singulier, donc une seule crêpe ou une seule feuille, mais c'est plus rare, si vous voulez, c'est plus fréquent de désigner cet objet sous forme plurielle que sous forme singulier, et c'est ainsi qu'on a ces langues qui marquent le singulatif. Le nombre, on vient de voir un peu comment il est représenté sur les formes des mots, sous forme de suffixes ou de changement de voyelle, etc. On peut voir aussi que le nombre grammatical, il a une dimension syntaxique. Syntaxique, c'est ce qui concerne la relation entre les mots, entre les différents mots au sein de la phrase. Et
Ce qui est typique avec le nombre grammatical, c'est de mettre en œuvre des phénomènes d'accord. L'accord, c'est lorsqu'on dit que l'adjectif s'accorde avec le nom. Vous savez qu'en français, c'est le cas, d'accord? Et on peut dire euh, les, euh, un, un un vieil arbre, d'accord? Euh, disons, on va avoir un exemple avec un petit ami et des petits-enfants, où on va voir que le, le pluriel de petit, qui est marqué par la liaison, des petits-enfants, d'accord, on voit que l'adjectif s'accorde en nombre et en genre avec le nom qu'il qualifie. Ça, c'est de la bonne vieille grammaire classique. Et ce n'est pas vrai de toutes les langues du monde. Vous savez qu'en anglais, tout simplement, eh bien, les adjectifs ne s'accordent pas avec le nom. D'accord? On dit a small boy, pluriel, small boys. D'accord? Small ne change pas. Si je dis large house, large houses, l'adjectif est invariable en anglais alors qu'il s'accorde en français. Vous voyez? Un autre cas d'accord, c'est le verbe qui s'accorde avec le sujet. Là aussi, c'est pas dans toutes les langues, hein, mais en français, ça c'est très classique. Si je dis mon ami est ravi, mes amis sont ravis, donc le verbe être en l'occurrence dans cet exemple, le verbe va s'accorder avec le sujet en nombre par exemple, d'accord. Les invités sont partis, etc. Ou les invités viennent plus tard. Donc on va accorder le verbe avec le sujet. On a ça dans certaines langues, mais pas toutes. Alors je vais prendre un exemple dans une langue comme l'espagnol parce qu'on entend bien les terminaisons. Même si vous ne parlez pas espagnol, vous allez bien comprendre, et notamment en observant ces formes en rouge, que eh bien, le pluriel, le nombre grammatical est noté d'une manière très audible. Si je dis l'enfant était joyeux, ce serait el niño era alegre, mais au pluriel, tous les enfants étaient joyeux. Todos los niños eran alegres. D'accord? Et donc les S, le N du verbe et le S de tous ces mots-là marquent le pluriel. On a bien un exemple de langue qui utilise des suffixes. D'accord? Si je regarde le français évidemment et l'espagnol sont de la même famille. Vous vous souvenez qu'on appelle ça la famille des langues romanes, qui descendent du latin. Eh bien, le français et l'espagnol, euh, superficiellement, alors quand je dis superficiellement, c'est si on regarde l'orthographe, eh bien ça se ressemble. Regardez cette phrase. Toute la classe était présente. Si je le mets au pluriel, on a toutes les classes étaient présentes. Et on voit qu'on a des S et des NT, etc. On est assez proche du modèle espagnol qu'on vient d'illustrer là, avec des marques de pluriel qui sont plutôt suffixées. D'accord? Ça, c'est le français écrit. Mais attention, nous les linguistes, bon, on s'intéresse un peu à la langue écrite parce que elle nous raconte des choses, mais quand on veut analyser vraiment la manière dont fonctionnent les langues, on s'intéresse à la manière dont elles fonctionnent à l'oral. C'est vrai aussi bien pour les langues polynésiennes, océaniennes, kanak, que même du français en fait. Les linguistes qui s'intéressent au français s'intéressent à comment fonctionne un, un locuteur du français ou quelqu'un qui comprend le français, comment il va comprendre le pluriel, etc. Et la question c'est, est-ce que ce sont ces fameux suffixes là qu'on écrit les S? La réponse est non. Enfin, ma réponse que moi je donne, c'est pas tellement, parce que 90% du temps, on n'entend pas. C'est toutes les classes. J'entends pas de S final. On l'écrit dans l'orthographe. Mais en réalité, si on oppose cette phrase au singulier et aux phrases plurielles, écoutez bien, fermez les yeux, oubliez l'orthographe et écoutez bien quelle est la différence entre toute la classe était présente, toute la classe était présente et toutes les classes étaient présentes. Toute la classe était présente, toutes les classes étaient présentes. Il y a une seule différence en fait entre ces deux énoncés, si on écoute bien, et c'est cette différence-là qui marque
Le nombre grammatical, c'est quoi? Eh bien, c'est la voyelle. Il y a une voyelle. Écoutez bien, toute la classe était présente. Toutes les classes étaient présentes. Si j'ai l'écrit en alphabet phonétique, eh bien, on a ici la réponse. Toute la classe était présente. Toutes les classes étaient présentes. On voit bien qu'en réalité, on n'entend pas du tout les fameux suffixes des langues romanes, les S et les N, etc. Et la seule manière d'encoder le nombre grammatical dans une phrase comme celle-ci, c'est, on peut dire par cette voyelle, en réalité c'est pas juste une voyelle, c'est l'article qu'il y a avant le nom. D'accord? Alors qu'en espagnol, on a le nombre grammatical qui est exprimé à 5 endroits dans la phrase, avec tous ces S et ces N, etc. Et bien dans la phrase française, il y a un seul endroit, c'est l'article qui précède le nom. On n'est pas très loin du cas du Swahili qu'on avait tout à l'heure avec des préfixes kitabu, vitabu pour encoder le nombre. Donc, entre parenthèses, c'est intéressant, c'est un peu ça la typologie aussi, c'est que vous vous souvenez quand pendant plusieurs séances nous avons parlé de linguistique historique, on était concentré sur le fait que par exemple le français et l'espagnol ont un même ancêtre, c'est le latin si vous voulez, que ce sont des langues qui appartiennent à la même famille. Donc espagnol et français vont ensemble et une langue bantoue du Kenya, comme le Swahili, eh bien n'a rien à voir, c'est pas du tout la même famille. Sauf que quand on fait de la typologie, eh bien, on a une perspective complètement différente. Et tout d'un coup, on peut voir que par exemple le français moderne, oral, il a une certaine manière de coder le pluriel, par exemple, ici avec la différence d'article. Et tout d'un coup, on peut se dire, tiens, mais cette différence-là, elle me rappelle la manière de coder le nombre qu'on a dans certaines langues d'Afrique. Dans le Swahili par exemple, par un préfixe avant le nom, d'accord? Ou bien on peut comparer ça peut-être à certaines langues océaniennes. On peut comparer le français avec des langues océaniennes et dire, vous voyez, le français n'est pas du tout comme l'espagnol. L'espagnol utilise des suffixes, le français utilise autre chose. Et ça, c'est un des trucs, une des choses intéressantes dans la typologie linguistique. La typologie nous fait en fait voir les langues dont nous sommes familiers avec un autre regard. Tout d'un coup, ce qui nous semblait évident que le français, l'espagnol et l'italien, ça va ensemble, ou que le tahitien et les langues d'Océanie, ça va ensemble, ben en fait, pas forcément. Hein. Parfois, on voit que les langues évoluent dans des directions différentes et que parfois, il faut être capable de mettre le français avec le chinois et l'espagnol avec le jehu sur certaines questions. D'accord? C'est amusant. Alors, là, on parlait de l'accord syntaxique. L'accord, j'avais pris un exemple ici avec des langues romanes, et puis l'accord avec le sujet. Mais en fait, il y a des langues où on va avoir des accords plus complexes. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, mais je vous illustre quand même un petit peu avec la langue basque. La langue basque, vous vous souvenez que le basque, c'est une langue qui n'est pas indo-européenne et qui est pourtant parlée en France. Elle est parlée au sud-ouest de la France, dans les montagnes, dans les Pyrénées. C'est une langue qui est pré-indo-européenne, qui était parlée il y a 4000 ans, avant même l'arrivée des Indo-Européens. Et en fait, ma grand-mère était basque. Euh, mais je ne l'ai pas connue, mais elle connaissait la langue basque. Et cette langue basque, voilà, c'est une langue assez complexe, très différente grammaticalement du français ou de l'espagnol. Euh, Par exemple, en basque, on va avoir un auxiliaire qui est toujours à la fin de la phrase et qui va euh, coder comment dire, le nombre grammatical aussi bien du sujet et du complément d'objet et du complément d'objet indirect, tout ça. Alors regardez, au singulier, on a une phrase comme il lui a donné l'oiseau. Donc tout est au singulier, d'accord? Il lui a donné l'oiseau, ça se dit choria emandio. Choria emandio, d'accord? L'oiseau c'est chori et choria eman dio. Dio est au singulier. Tout est au singulier en fait. Il y a, comme on le voit là, par la formule, on a plein de zéros et tout ça. Ça veut dire qu'on est dans des singuliers. Mais si je mets cette phrase au pluriel, où je mets les trois
participants au pluriel. C'est plus une personne qui a donné un oiseau à une personne, mais c'est ils leur ont donné les oiseaux. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'une part que le mot oiseau devient au pluriel, choria devient choriak. Et puis, ça c'est un suffixe de pluriel. Mais regardez le verbe, dio devient disquiete, disquiete avec un accord de pluriel aussi bien pour le complément d'objet que pour le destinataire et pour le complément d'agent. D'accord? Donc c'est plus complexe qu'en français ou en espagnol. D'accord. Cet auxiliaire, c'est un peu comme si on imaginait que il lui a était un seul mot en français et ils leur ont était aussi un seul mot qui encode beaucoup de choses en même temps. Euh, donc, c'est un exemple où le nombre grammatical, eh ben, c'est pas juste un suffixe sur un mot, sur le nom, mais ça peut affecter considérablement la forme, par exemple, du verbe qui s'accorde. Très bien. Maintenant, jusqu'ici, j'ai pris des exemples binaires où on opposait juste le singulier et le pluriel. Ce sont effectivement les paires entre singulier et pluriel que nous connaissons dans les langues les plus connues, en français, en anglais, etc. Mais peut-être saviez-vous que on a des langues qui n'ont pas deux nombres, mais qui en ont trois. Trois nombres. Et ce qui est typique dans ce cas-là, c'est d'avoir le singulier, le duel et le pluriel. Le duel, c'est pas l'idée de se battre en duel, c'est l'idée d'être deux. D'accord. Le singulier va être utilisé pour désigner un individu, d'accord, un lapin. Le duel va être utilisé pour deux lapins et le pluriel pour plusieurs lapins à partir de 3, si vous voulez. Parce que dans une langue qui a le singulier, le duel et le pluriel, en principe, eh bien, le pluriel ne peut pas être utilisé pour 2, il va être plutôt utilisé pour à partir de 3. D'accord. Donc le pluriel dans ce genre de langue n'a pas le même sens que le pluriel dans une langue comme le français. D'accord. En français, c'est à partir de 2. Dans une langue qui a le duel, en principe, c'est à partir de 3. Trois individus, d'accord. Alors le duel, moi j'ai appris l'existence, je ne connaissais pas le duel quand j'étais jeune. J'ai appris le duel en grec ancien. Hein. C'est la première langue que j'ai découverte qui avait un duel, effectivement. En grec ancien, même déjà à l'époque ancienne du grec classique, c'est-à-dire il y a 2500 ans, eh bien le duel était déjà en train de disparaître en fait. Hein. C'était pas obligatoire. Et beaucoup d'auteurs grecs utilisent déjà le pluriel même quand ils parlent de deux individus. D'accord. Et en grec moderne, alors il est carrément perdu depuis très longtemps, le duel. Euh, En arabe, ensuite, c'est en arabe que j'ai découvert le duel. Et là, c'est un peu la même chose. On a du duel en arabe classique, l'arabe coranique ou l'arabe classique. On va avoir du duel, d'accord, un suffixe spécial pour dire deux chats, deux maisons, etc. Mais dans les langues arabes modernes, ce qu'on appelle les dialectes arabes, eh bien, le duel a disparu. Et on n'a plus qu'une opposition entre singulier et pluriel. Donc il y a pas mal de langues où on avait des duels et où ces duels ont disparu, mais il y a d'autres langues il y a pas mal de langues dans le monde qui ont un duel bien vivant et bien solide, notamment les langues océaniennes. Euh, Vous savez sans doute déjà que pas mal de langues, même en fait toutes les langues océaniennes que je connais, ont un duel, donc au moins trois nombres. Par exemple, le tahitien, pour la deuxième personne, le pronom de deuxième personne, il va opposer non pas tu et vous, hein, comme en français, mais trois pronoms différents. Tu, vous deux et vous, c'est-à-dire oe, singulier, orua, duel, et otou, pluriel, pluriel. Donc, singulier, duel, pluriel. D'ailleurs, le duel orua, on voit qu'il a une étymologie qui est rua. Rua, c'est deux en proto-océanien. D'accord. Donc, ok, le tahitien est classiquement une langue océanienne en ayant ces trois nombres-là. Il y a des langues encore plus, enfin un peu plus originales encore, même à l'intérieur de la langue de la famille océanienne, qui ont des triels. En fait, c'est assez rare dans le monde des triels. Je crois que c'est surtout au Vanuatu que nous avons des triels.
en plus des duels. Alors, si une langue a un triel, elle a aussi un duel, hein, ça c'est un des grands principes. Donc, au nord du Vanuatu, on a des langues qui ont singulier, duel, triel et pluriel. Ça fait 4 nombres différents. Comme vous comprenez, le singulier c'est pour un individu, le duel pour 2, le triel pour 3 et seulement 3, et le pluriel pour plus que 4, enfin à partir de 4. D'accord? Donc, pour la deuxième personne, on va dire en motlap, on aura inik. Il y a 4 pronoms différents de deuxième personne. Inik, komyo, kemtel, kimi. Et si je dis kimi, c'est forcément un groupe d'au moins 4 personnes. Là, c'est une langue qui a 4 nombres. Un autre type de langue qui a 4 nombres, c'est celle où il y a un pokal. En général, c'est rare qu'on ait un triel et un pokal, donc en général, on aura soit l'un, soit l'autre. Et donc, il y a des langues du Pacifique encore, qui sont assez riches en nombre dans le Pacifique, qui ont singulier, duel, pokal et pluriel. C'est quoi pokal? Alors, un pokal, vous connaissez peut-être le latin paucum, qui a donné un peu. En français, si je dis juste un peu, ou je veux un petit peu, un faible nombre, c'est paucum. Et donc un pokal, ça veut dire c'est un petit pluriel, si vous voulez. C'est un pluriel pour un petit groupe qui s'oppose à l'autre pluriel qui est un grand pluriel, si vous voulez. Alors, je pourrais aller vous chercher des pocos dans des langues exotiques du Mexique, ou tout ça, mais en fait, on en a une pas loin de chez nous qui est à Canala. La langue de Canala, c'est Karachi. En Karachi, eh bien, je crois qu'on n'a pas d'article singulier, mais on a un article duel qui est doux, et puis on a ensuite ce qu'on pourrait appeler 2 articles différents pour le pluriel. 2 articles, un article pour le petit pluriel et un article pour le grand pluriel, ou en fait ce qu'on appelle pokal et pluriel. Donc, regardez ici, si je parle d'un petit groupe d'enfants, par exemple, ils sont entre 5 et 10, quoi, des enfants qui sont en train de jouer, on va dire kerhunshi, kerhunshi, d'accord? Mais si je dis les enfants en parlant d'un grand groupe ou bien tous les enfants du village, je ne vais pas dire kerhunshi, je vais dire merihunshi. Merihunshi, c'est les enfants. Donc on a une opposition entre 2 pluriels, certains pourraient dire, mais en fait un petit pluriel, un grand pluriel, ou ce qu'on appelle un pokal, et un pluriel. Donc là, nous venons de voir des exemples de langues qui ont 2 nombres grammaticaux, certaines qui en ont 3, certaines qui en ont 4 ou 4. Des exemples de langues qui aient 5 nombres, on en parle parfois, je crois qu'en Micronésie, il y a des langues qui ont 5 nombres, mais c'est assez rare. Alors, vous pourriez poser la question, mais y a-t-il des langues où il y a un seul nombre? Un seul nombre, alors, en fait, si on réfléchit, un seul nombre, ça n'existe pas, parce que le principe du nombre grammatical, c'est d'être une opposition. Donc, si on avait un seul nombre, ça voudrait dire des langues, imaginons une langue où tous les noms seraient au singulier, mais pas au pluriel, ou bien tous les mots seraient au pluriel. Ça n'aurait pas tellement de sens. En fait, la question, c'est pas une langue qui aurait un seul nombre, mais plutôt, dans ce cas-là, une absence de contraste de nombre. Autrement dit, avoir un seul nombre, c'est la même chose qu'avoir 0 nombre, si vous me suivez ce que je veux dire. Et alors la réponse est oui, ça existe. Il y a des langues, je vous ai un peu parlé du chinois, je vous parle du japonais, où essentiellement en japonais parlé naturel, eh bien, il n'y a pas de contraste de nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mot, un nom, comme par exemple kodomo qui veut dire enfant, eh bien, il peut être aussi bien singulier que pluriel. On ne le marque pas. En tout cas, on ne le marque pas de manière obligatoire. D'accord? Donc, l'enfant est venu ou les enfants sont venus, ça va se dire de la même manière. On dit juste enfant venir. D'accord? Pas de contraste de nombre obligatoire en japonais ni en chinois. Et il y a comme ça plusieurs langues dans le monde qui n'ont pas du tout une règle obligatoire d'exprimer le nombre grammatical et a fortiori et non pas de duel, de triel et de toutes ces choses assez raffinées que l'on trouve dans les langues du Pacifique, elles vont avoir une simple éventuellement une simple opposition binaire singulier pluriel, mais en plus
facultative, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne marque pas du tout le contraste de nombre. Alors, on vient de voir quelques exemples de langues qui ont deux nombres ou trois ou quatre, et à chaque fois je disais, ben voilà, telle langue, en japonais c'est comme ça, en français il y a deux nombres, en telle langue il y en a trois. En réalité, on peut trouver même des exemples un peu plus complexes et intéressants, où on trouve en fait des nombres, les nombres grammaticaux plus ou moins nombreux, si j'ose dire, enfin plus ou moins complexes, dans la même langue, en fonction de quelle partie de la grammaire on regarde. C'est surtout dans la langue Hiu. Au Vanuatu, je vous ai déjà parlé de la langue Hiu tout à l'heure, qui a du nombre verbal. Alors là, je ne vous parle pas du nombre verbal, mais je regarde le nombre des pronoms et tout ça. Alors, la langue Hiu, je serais un peu embêté si vous me demandiez, monsieur, il y a combien de nombres en Hiu? Pourquoi? Parce que si on regarde les pronoms, là on est les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il, on voit qu'on a trois nombres, singulier, duel, pluriel, comme le tahitien. D'accord? Donc là on a une bonne langue océanienne et les pronoms personnels, ils ont trois nombres. Mais en Hiu, on a aussi un autre type de pronoms qui sont les pronoms de complément d'objet direct, qu'on appelle les pronoms objets, qui sont en fait des suffixes. Un peu comme si je dis je te vois, je le vois, d'accord? On a ces petites particules me, te, le en français qui sont le marque d'objet. Eh bien, en Hiu, on a ces choses-là. Sauf que en Hiu, on n'a pas de duel pour ces compléments d'objet. On a juste des singuliers et des pronoms qui sont pluriels, ou plutôt qui sont duels pluriels. Donc, parfois, on trouve plus précis de dire singulier contre non singulier. En tout cas, ce que je dis, c'est que ces suffixes d'objet, on voit qu'ils n'ont que deux nombres, alors que les pronoms sujet, ils en ont trois. Et dans la même langue, eh bien, nous avons des sortes d'articles qui vont avec les noms. Lorsque le nom est humain, eh bien, il va prendre un article. Et alors cette fois-ci, on n'a plus deux nombres ou trois, on en a quatre. Si je prends par exemple le féminin, eh bien, glétéré, c'est l'article féminin, d'accord, un peu comme là en français, l'article féminin singulier, c'est glétéré. Duel, c'est degré. Pocal, c'est tuudré. Et pluriel, c'est tumuire. D'accord? Donc on a une sorte d'article ou de particule comme ça qui va encoder le nombre des noms lorsque ce sont des humains. Et cette fois-ci, on a quatre noms. Donc vous voyez, dans une seule et même langue qui est le Hiu, on a ces différents sous-systèmes qui sont en conflit, si on peut dire, en tout cas qui ne donnent pas du tout la même conclusion. Si vous me demandez combien il y a de nombres en Hiu, je dirais ça dépend de ce qu'on regarde. Et du coup, dans cet article de 2019, eh bien, j'avais proposé comme ça un tableau récapitulatif où on voit que les, les sortes d'articles qu'on vient de voir ici, les articles qui vont juste avant un nom humain, eh bien, ils ont quatre nombres, le singulier, duel, pocal, pluriel. Mais dans la même langue, les pronoms sujets, ceux qu'on voit en haut de cette page, singulier, duel, pluriel, ils sont trois. Il y a trois nombres. Où cette fois-ci, le pocal et le pluriel, en fait, ne font qu'une seule catégorie. Si on regarde les suffixes d'objets, dans la même langue, cette fois-ci, on n'a plus que deux nombres, le singulier et le non singulier. C'est quand même assez spectaculaire de complexité. J'adore la langue Hiu. J'adore, en tant que linguiste qui aime la complexité et les mathématiques, tout ça, je trouve ça génial. Alors, dans ce tableau, il y a aussi une dernière catégorie, une dernière colonne à droite qui est le cas assez particulier des noms qui sont non humains. Tout ce qui est à gauche en couleur, c'était des mots qui référaient à des humains, euh, des, des noms de parenté, voilà, des personnes humaines. Mais il y a aussi tout le cas où on réfère à des objets, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, on n'a ni singulier, ni duel, ni rien du tout. On n'a pas de nombre.
Un peu comme on avait vu pour le japonais, il n'utilise presque jamais le nombre grammatical. Eh bien, le you, il fait comme ça avec les non-humains. Il n'y a pas de contraste de nombre, et donc c'est un peu à ça qu'on va s'intéresser maintenant. C'est-à-dire, est-ce que tous les référents, tous les objets du monde, est-ce qu'ils sont tous pluralisables? Sachant que ça dépend, la réponse va dépendre d'une langue à l'autre, hein. On a vu qu'en japonais, carrément, même le mot enfant n'est pas pluralisable, ce qui est étonnant quand même. On va dire enfant est venu, on ne sait pas si c'est un enfant ou plusieurs enfants, donc c'est quand même assez particulier. Le japonais ne va même pas pluraliser un mot comme enfant, qui désigne pourtant des humains. Presque toutes les langues du monde vont avoir un pluriel pour les enfants, mais en japonais, non. Ok, donc ça va vraiment changer d'une langue à l'autre. La question c'est est-ce que tous les mots, tous les noms peuvent être rendus pluriels? Est-ce que tous les noms sont compatibles avec le nombre grammatical singulier, duel, pluriel, etc.? Eh bien la réponse est ça dépend des langues, mais la réponse est non, pas forcément tous les noms. Et on peut déjà commencer par le français. En apparence, le français peut pluraliser un peu tout et n'importe quoi. On peut avoir plusieurs cailloux, plusieurs chaises, plusieurs grenouilles, etc. On peut pluraliser un peu tout en apparence, d'accord? Et donc, si on regarde les exemples ici, on a les amis, ok, pluriel, pas de problème. Les chevaux, ok. Les jouets, un jouet, des jouets. Un ennui, les ennuis, voilà, même ça, on a du pluriel. En revanche, on voit que certains mots ne sont pas compatibles avec le pluriel. J'avais déjà donné l'exemple de le bétail, par exemple. On ne peut pas mettre un pluriel à bétail. Pareil avec la vaisselle. D'accord? Il y a des gens qui apprennent la langue française, des personnes étrangères, et qui ont tendance à montrer une pile d'assiettes ou assiettes avec comment dire, des tasses et des bols, d'accord, qu'il faut laver, et qui disent les vaisselles. J'entends ça souvent, les vaisselles. Et en fait, ça marche pas en français. Vous savez que la vaisselle, c'est un mot qui n'est pas pluralisable. D'accord? Pourquoi? Pourtant, en général, ça désigne un ensemble d'objets. C'est comme le bétail qui désigne tout un troupeau de vaches. Eh bien, la vaisselle, ça désigne un ensemble d'objets hétéroclites, etc. Et comment ça se fait qu'il est au singulier? La réponse, c'est que c'est un nom qui est collectif. On appelle ça un collectif, d'accord? Donc la vaisselle, le bétail, la police, d'accord? Ce sont des mots qui sont singuliers. La vaisselle, non seulement le mot est singulier, mais même il va s'accorder au singulier. On dit la vaisselle est finie ou la vaisselle est cassée. Ok. Et pourtant, même si ça désigne tout un ensemble d'objets, parce que c'est un mot qui est un nom collectif. Et ce genre de nom collectif, typiquement pour des objets, par exemple des piles d'assiettes, tout ça, ou vous vous souvenez, en breton, on avait les crêpes. D'accord? On avait un mot collectif qui est l'ensemble des crêpes. Ou en arabe, c'était al-warq, c'est le feuillage. Eh bien, voilà, le feuillage, le bétail, la vaisselle, eh bien, ça va être des mots qui sont collectifs, c'est-à-dire qui ont l'air, enfin, qui se comportent singuliers, grammaticalement et morphologiquement singuliers, même lorsqu'ils désignent une pluralité de choses. D'accord? Et, donc, et par ailleurs, on a le dernier exemple ici, c'est justice. Vous savez qu'on dit la justice, mais il n'y a pas tellement de contexte où on peut mettre ça au pluriel, on ne va pas dire les justices. D'accord? Donc là, c'est pas tellement un collectif, la justice. On pourrait dire que c'est une forme de collectif, mais en tout cas, c'est une abstraction. D'accord? Et donc, la beauté, la justice, ce sont des mots qui normalement sont toujours au singulier. La vaisselle aussi. Donc, la vaisselle, la justice font partie de ces mots qu'on ne peut pas pluraliser. On peut dire qu'ils sont non comptables ou non dénombrables. Vous savez qu'en langue anglaise, en anglais aussi, il y a pas mal de mots comme ça qu'on ne peut pas mettre euh, mettre au pluriel. D'accord? Les meubles, par exemple, en français, on utilise le pluriel les meubles, mais en anglais, c'est furniture. C'est
au singulier, d'accord? Euh, enfin, c'est un mot collectif comme ça. Donc, on a certaines abstractions qui sont toujours au singulier. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le français a certaines restrictions qui sont différentes de l'anglais, qui sont différentes du MOTLAB, mais on va voir des points communs se dessiner et c'est ça qui va m'intéresser. Alors regardons le MOTLAB. Le MOTLAB n'est pas comme le français. Pourquoi? Parce que il ne peut pluraliser que les humains. En français, on avait vu les amis, les chevaux, les jouets, les ennuis, tout ça, on peut mettre au pluriel. Le MOTLAB ne peut pas faire tout ça. Il ne peut mettre le pluriel que pour amis, si vous voulez, ou que pour le mot qui voudrait dire, enfin, qui désigne des humains. Par exemple, dans la phrase ici, il n'y a que le pronom envers kem, qui veut dire nous, d'accord? Il n'y a que ce pronom-là qui est pluriel et qui s'oppose à un duel, un triel et tout ça. Donc, quand on est humain, on a le droit à être carrément quatre nombres différents, singulier, duel, triel, pluriel. Super. Ça, c'est les humains. Mais tout ce qui est non humain est traité comme un singulier en MOTLAB. Donc, une phrase comme nous élevons trois cochons pour qu'ils grandissent, eh bien, en fait, regardez, ça se dit Kembo Nokbovetel Tokenilwo. Kembo Nokbovetel Tokenilwo. Et littéralement, ça veut dire nous élevons trois cochons et il grandit. Et il grandit, vous voyez, c'est troisième singulier, c'est vraiment encodé comme un singulier, alors qu'on parle de trois cochons. Il y a même avec le chiffre 3, et bien même dans ce cas-là, il faut utiliser le singulier. Pourquoi? Parce que c'est un non-humain, c'est un animal, et qu'en MOTLAB, le fait de pouvoir être compatible avec le pluriel ou le nombre grammatical, c'est réservé, c'est un privilège qui est réservé aux humains. Les animaux ne peuvent pas être pluralisés en MOTLAB. Les, les inanimés, encore moins. Inanimés, par exemple, des cailloux. D'accord? En français, un caillou, des cailloux, une pierre, etc. Eh bien, on peut le pluraliser. Mais en fait, il y a beaucoup de langues où on ne peut pas du tout. On peut pas du tout. Une pierre, un caillou, ça mérite pas d'avoir son pluriel. Le pluriel, c'est pour les humains. Et puis pour le reste, on va utiliser une sorte de collectif. Donc si je dis, donc là, on a une phrase Keitel vil nevet van lep to kenivei. Ça veut dire eux trois empilent des pierres dans le feu pour qu'elles chauffent. D'accord? Ils empilent des pierres. Alors littéralement, ils empilent une pierre ou ils empilent, vous voyez, de la pierre. Ils empilent de la pierre dans le feu pour que ça chauffe. Mais cette pierre-là, elle est grammaticalement, elle est marquée au singulier. Et d'ailleurs, vous voyez à la fin le pronom troisième singulier comme on avait pour les cochons. Alors que forcément, il faut plusieurs pierres pour les empiler. Vous voyez, on ne peut pas empiler une seule pierre. Donc, on comprend d'après le contexte qu'on a forcément plusieurs pierres, plusieurs cailloux, mais c'est traité au singulier. Alors quand j'ai entendu ces phrases-là en MOTLAB, je trouvais assez exotique, n'est-ce pas? Ça ressemble pas tellement au français, mais plus j'ai réfléchi et plus j'ai compris que c'était en fait un phénomène qu'on a dans plein de langues et parfois même dans certains contextes en français. Je pense à des mots comme gravier. Vous savez, le gravier. Le gravier, c'est plein de petits cailloux. Euh, Devant la maison, on peut avoir du gravier. On met pas ça au pluriel. Il y a des, d'accord, on ne dit pas, il y a les graviers, etc. D'accord, j'ai des graviers dans les chaussures. On va dire du gravier, quel que soit le nombre de cailloux. Pourquoi? Parce qu'on utilise un collectif, parce qu'on va voir ce gravier-là, c'est-à-dire tous ces petits cailloux qui ensemble font une sorte de masse. On appelle ça d'ailleurs des noms de masse. Noms de masse, le riz, le lait, l'eau, l'huile, etc. Eh bien, ce sont des noms de masse. D'accord? Pas très différents des collectifs. Ok? Le mobilier, etc. C'est des noms de masse. D'accord? Donc le gravier, c'est un nom de masse. Si je dis le sable, évidemment, si on regarde de près le sable, en fait, c'est plein de petits grains de sable, d'accord? Des milliers de grains de sable. Le riz, c'est plein de grains de riz. Sauf que quand on regarde le riz, on va pas voir une collection de petits individus séparés les uns des autres. On va voir une masse qui est le riz. Vous voyez, pareil pour le sucre et pour plein de choses. Et en fait, souvent, ce genre de phénomène où on va voir plutôt une masse non individuée,
d'accord, où chaque grain de riz, on ne va pas individuer chaque grain de riz, mais on va voir la masse, eh bien, c'est toujours du côté des inanimés, vous voyez, des objets. On va parler ça peut être du sable, des cailloux, du riz, éventuellement des fourmis peut-être, des fourmis parce que les fourmis sont petites et elles se ressemblent toutes. Donc, il y a beaucoup de langues où les fourmis, c'est toujours singulier. Bon. Alors le MOTLAB, il va plus loin puisque même les cochons, pourtant ils sont bien visibles, eh bien, à partir du moment où c'est pas humain, eh bien, c'est pas des humains, eh bien, c'est un nom de masse, un collectif, d'accord? En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que le français et le MOTLAB, d'une certaine manière, fonctionnent très différemment, mais que grâce à l'approche un peu comparative qu'il y a dans la typologie, eh bien, on peut commencer à voir se dessiner des universaux. On peut voir, malgré ces différences, au-delà de ces différences entre les systèmes exotiques du MOTLAB et du français, eh bien, on voit des points communs. Quel est le point commun? C'est que, en fait, derrière toutes ces configurations assez différentes d'une langue à l'autre, on voit toujours se dessiner la même hiérarchie. Si on veut, une sorte de hiérarchie d'échelle, on appelle ça aussi une échelle d'animéité. Et cette échelle d'animéité, elle est ordonnée selon un ordre logique qui est celui euh, d'aller depuis les humains qui sont hautement individués, vers les animés, les autres animés que les humains, c'est-à-dire les animaux, les humains, puis les animaux, puis les inanimés comme les objets, puis les abstractions. Et cet ordre-là, c'est un ordre que, en observant les langues, on finit par observer que bien la plupart des langues du monde vont suivre cette hiérarchie-là dans leurs comportements grammaticaux pour ce qui concerne l'usage du nombre grammatical. Et d'ailleurs, on va retrouver cette même échelle dans d'autres parties des grammaires du monde. Alors, cette échelle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est universelle, c'est-à-dire que le MOTLAB et le français fonctionnent assez différemment, mais ces deux langues ont un point commun, c'est que dans les deux cas, le contraste de nombre grammatical entre singulier et pluriel, c'est quelque chose qui va se trouver à gauche de la hiérarchie, on peut dire en haut de cette hiérarchie, du côté des animés et des humains, c'est là que les langues ont toute tendance à encoder le nombre grammatical. À l'inverse, plus on va à droite de cette hiérarchie, vers les inanimés et les abstractions, plus on a des chances de trouver des langues qui ne font pas de contraste de nombre, de contraste grammatical entre singulier et pluriel, qui vont peut-être utiliser des noms collectifs comme le gravier, le sable, la vaisselle, d'accord, ou des noms abstraits comme la beauté, la justice, tous des mots qui n'encodent pas le nombre, même pas en français, d'accord? Et ensuite, on va voir qu'il y a des différences entre les langues, bien sûr, mais ces différences-là, elles sont cohérentes avec cette hiérarchie universelle, c'est-à-dire le MOTLAB va réserver le nombre grammatical uniquement aux référents qui sont humains. Le MOTLAB, il va arrêter, si vous voulez, il va poser une frontière entre humain et tout ce qui est à droite. Le français va la langue française va poser une frontière un peu plus loin à droite, d'accord, mais en respectant un peu cette même hiérarchie, d'accord. Simplement, il y a une tendance universelle à ce que le nombre grammatical soit toujours associé à des référents animés ou même humains. D'accord? Et ça, c'est intéressant. C'est une observation que malgré la diversité linguistique, la diversité entre le MOTLAB, le français, le chinois, etc., eh bien, en fait, on retrouve quand même des tendances universelles. Donc, on peut dire que cette hiérarchie, elle capture quelque chose d'assez universel, qui est que plus les référents sont hauts, si on veut, dans cette hiérarchie d'individuation, par exemple, d'accord, les humains sont typiquement très individués, plus justement ces référents seront individués, seront conçus comme étant des individus séparés, et plus les langues vont euh, utiliser pour ces référents-là
le nombre grammatical qui va distinguer le singulier du pluriel. On va distinguer mon frère de mes frères, mon voisin de mes voisins, parce que ce n'est pas la même chose, parce que un groupe de plusieurs personnes, c'est conçu spontanément, cognitivement, euh, même par toutes les langues du monde, un groupe d'individus, c'est conçu comme une somme de plusieurs individus. Alors, un groupe de personnes humaines, c'est un groupe d'enfants, par exemple, c'est plusieurs enfants qui sont ensemble, qui forment un groupe. Alors que lorsqu'on regarde un tas de sable, on ne pense pas forcément spontanément qu'on a affaire à plusieurs individus, même si en fait on a des grains de sable les uns avec les autres, mais on ne voit pas le sable forcément comme une collection de plusieurs individus, on le voit comme un tout, comme une masse. Et donc c'est toujours du côté des inanimés et des abstractions qu'on va avoir des noms de masse qui ne sont pas compatibles avec le nombre. Et donc finalement, malgré les différences entre MOTLAP et français, eh bien on trouve des points ou japonais, on trouve des points communs. On pourra dire que le japonais qui, vous vous souvenez, n'utilisait pas forcément l'opposition singulier pluriel, eh bien le japonais se situe tout à gauche de cette hiérarchie, c'est-à-dire va mettre le curseur à gauche de humain. Ils vont utiliser, le japonais ou le chinois ne vont utiliser le pluriel que pour, par exemple, les pronoms personnels, mais pas pour les noms. Le MOTLAB va aller un peu plus loin et rendre tous ces noms humains compatibles avec le nombre. Le français va aller encore plus loin, etc. Comme on le voit, les langues placent la frontière entre la zone verte ici et la zone rouge, plus ou moins loin à droite sur la hiérarchie, mais la hiérarchie elle-même est universelle. Et c'est un peu ce qui m'intéresse dans cet exemple-là du nombre, qui est qu'il capture un peu l'esprit même de la typologie des langues, c'est-à-dire d'être à la fois attentif à la diversité des langues. Le MOTLAP ne fonctionne pas comme le français, qui ne fonctionne pas comme le japonais, mais en même temps d'être capable de synthétiser cette différence entre les langues sous la forme d'une simple formule ou d'un tableau, en l'occurrence cette spectaculaire hiérarchie universelle et cette hiérarchie elle-même, elle nous parle un petit peu, elle nous dit des choses sur la manière dont Homo sapiens, dont l'humanité, n'est-ce pas, perçoit son environnement. C'est-à-dire, on a effectivement, dans toutes les langues du monde, donc d'une manière universelle, une attention particulière à la manière dont les humains, en fait, autour de nous, comment dire, forment une société en étant plusieurs individus les uns avec les autres. Et puis les animaux sont un peu plus lointains dans notre attention. Les inanimés, les abstraits voilà, sont perçus en fait du point de vue de la perception, fonctionnent assez différemment. Et pour finir, je vais juste montrer une carte issue de Walls et qui va montrer un peu, en gros, ce qu'on vient d'observer du point de vue de la hiérarchie grammaticale. Dans les grandes lignes, c'est que tous les points rouges, hein, ce sont des langues qui sont censées fonctionner comme le français. Et pour cette carte proposée par Espelmat, eh bien, on a, il y a une sorte de simplification qui est qu'en gros, le français peut pluraliser à peu près tous les noms. Comme on a vu, il y a des exceptions. Il y a police, bétail, vaisselle, etc. Mais en gros, bon, la plupart des catégories, que ce soit humain, animé, inanimé, et même certaines abstractions comme les ennuis, eh bien, en général, le pluriel, enfin, la plupart de ces noms sont pluralisables. Mais si on regarde par exemple les points orange, on voit déjà que on a des langues qui peuvent pluraliser les humains et les animés, mais pas toujours les inanimés. D'accord? Si on va du côté des langues en bleu foncé, eh bien là, on est avec des langues comme le MOTLAP, où le nombre grammatical n'existe que pour les humains, alors que les inanimés, ou même les animaux, eh bien, sont traités différemment. Ils ne peuvent pas être pluralisés. D'accord? Donc, on a cette tendance que je vous montrais sous la forme d'une échelle d'individuation. On peut la confirmer ici. Et vous voyez que du point de vue de la géographie, eh bien,
il y a toute l'Europe, comme d'habitude, fonctionne d'une manière assez homogène, mais que les choses sont différentes dès qu'on va dans la zone Pacifique. La zone Pacifique, où l'on a du rouge, du bleu, du blanc, du jaune, du orange, etc. Que ce soit en Australie ou dans les langues papoues ou dans les langues austronésiennes, on voit qu'il y a beaucoup de variations ici. Le nombre grammatical est un domaine de variation intéressant dans la zone Pacifique. Voilà, pour terminer ce cours qui arrive à sa fin, eh bien, je vous propose de faire de réfléchir à un possible exercice. Non pas que vous allez forcément devoir tous le faire, mais si jamais pour le TD par exemple, on vous propose de choisir un thème possible de travail, eh bien, on pourrait imaginer un exercice comme le suivant. Vous choisissez une langue océanienne que vous parlez, par exemple, une langue kanak, ou bien une langue pour laquelle vous avez accès à un locuteur. Ça peut être une langue qui n'est pas océanienne, en tout cas. Et vous allez essayer d'observer comment fonctionne le nombre grammatical dans cette langue. Une manière de faire, ça peut être de traduire quelques phrases que je vous propose. Vous pouvez inventer des nouvelles phrases. Euh, euh, voilà, 6 phrases au singulier. Il faut les traduire au singulier et puis au pluriel, peut-être au duel si vous avez un duel. D'accord? Par exemple, j'ai vu un oiseau dans l'arbre. Comment dites-vous ça dans la langue que vous avez choisie? Comment on dit j'ai vu 2 oiseaux dans l'arbre ou j'ai vu des oiseaux dans les arbres? Voilà. Ton frère veut tailler une pirogue. Est-ce que la phrase va changer si vous le passez au duel? Tes 2 frères veulent tailler 2 pirogues, ou bien au pluriel, tes frères veulent tailler des pirogues. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui change. Est-ce que c'est le mot frère qui va être au pluriel? Est-ce que pirogue aussi? Est-ce que le verbe va s'accorder? Euh, cette grosse noix de coco est tombée du cocotier là-bas. Mon voisin veut planter une igname dans son jardin. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on met tout ça au pluriel? J'ai vu une fourmi dans l'assiette ou j'ai une idée pour préparer le voyage. C'est pas évident qu'on puisse facilement traduire cette phrase, mais c'est possible dans certaines langues. On puisse dire j'ai une idée, j'ai des idées pour préparer nos voyages ou quoi. Enfin bon, vous voyez ce qui est possible du point de vue de la traduction. C'est important que la traduction soit toujours naturelle et spontanée. L'idée n'est pas de traduire mot à mot pour illustrer un point de grammaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir une traduction naturelle euh, dans la langue qui vous intéresse. Et ensuite, ce que je vous demande, bien sûr, c'est d'appliquer un peu pour l'observation de ces traductions, de ces phrases que vous aurez obtenues par une sorte de travail de terrain, eh bien, appliquer un peu les principes qu'on vient de voir dans ce cours, c'est-à-dire par exemple la morphologie du nombre. Comment est encodé le nombre? J'imagine que c'est au moins certaines de ces phrases vont avoir des marques de pluriel. Mais est-ce que ce sont des préfixes comme dans les langues africaines? Est-ce que ce sont des suffixes? Est-ce que vous avez des particules? Est-ce que vous avez des cas de supplétisme, c'est-à-dire lorsque le radical change complètement entre singulier et pluriel? Euh, Est-ce que vous avez des phénomènes d'accord entre le verbe et son sujet, ou entre l'adjectif et le nom, comme la grosse noix de coco par exemple? Est-ce que quand on passe à un autre nombre que le singulier, on a des changements qui se répercutent comme ça sur d'autres mots de la phrase? Euh, du point de vue sémantique, est-ce que la langue que vous étudiez a 2 nombres, ou 3 ou 4, et lesquels? Et enfin, la question qu'on a vue à la fin du cours, est-ce que tout est pluralisable dans la langue qui vous intéresse? Ou est-ce qu'il y a des mots qui en fait ne changent pas entre le singulier et le pluriel? Autrement dit, qui ne sont pas compatibles avec le nombre grammatical. Et si vous voyez des restrictions, est-ce que vous arrivez à les rendre compatibles avec la hiérarchie d'individuation que j'ai proposée, c'est-à-dire seuls les humains ou seuls les animaux sont compatibles avec, ou les animés sont compatibles avec le nombre, alors que peut-être les inanimés ne le sont pas, je ne sais pas. Euh, et voilà, et puis dernière question, est-ce que vous avez d'autres remarques que vous voulez faire sur le nombre grammatical dans cette langue, peut-être sur des points que nous n'avons pas pu
aborder aujourd'hui dans le cours sur le nombre grammatical. En tout cas, voilà, c'est une suggestion d'application, d'exercice que vous pouvez commencer à faire même sur les langues que vous connaissez. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.